Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce jeudi 4 août est encore dominée ce soir donc par les violences en Algérie. Les corps des victimes de l'attentat d'hier à Alger sont arrivés en France cet après-midi à l'aéroport du Bourget où une chapelle ardente a été dressée. Olivier Sioux. Émotion et recueillement ce matin dans le salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger. En présence de l'ambassadeur de France, Bernard Kessedjian, et de l'ensemble du personnel diplomatique, un prêtre français prononce une brève oraison funèbre devant les dépouilles des 3 gendarmes et des 2 agents consulaires assassinés hier et qui viennent d'être cités à l'ordre de la nation. Puis un détachement de sapeurs-pompiers de la protection civile algérienne porte les cercueils recouverts du drapeau tricolore jusqu'au transal de l'armée française qui doit les rapatrier. Peu avant 16 h, c'est dans la plus grande discrétion que l'appareil s'est posé sur une base aéronavale voisine de l'aéroport du Bourget. L'ambassadeur d'Algérie en France s'était fait représenter, mais les familles qui avaient souhaité pouvoir se recueillir dans la plus stricte intimité sur les dépouilles de leurs proches ont été seules admises avec quelques amis dans la chapelle ardente où les 5 corps reposent maintenant veillés par une garde d'honneur. C'est ici même, sur la base de Dugny, qu'aura lieu demain matin la cérémonie officielle présidée par le Premier ministre Édouard Balladur. Les 3 gendarmes tués hier étaient originaires du nord de la France. Ils devaient être relevés prochainement. Benoît Gadret a rencontré aujourd'hui à Valenciennes leurs collègues. Au nom du gouvernement français, le directeur général de la gendarmerie nationale a rendu visite dans le nord aux familles des 4 gendarmes victimes de l'attentat. Des gens extrêmement dignes, mais en même temps, bien sûr, écrasés de douleur, et qui ne comprennent pas ce qui s'est passé et qui ne s'expliquent pas qu'autant de violence puisse avoir cours en Algérie actuellement. À l'escadron 14-9 de Valenciennes, où étaient affectés 3 des 4 gendarmes victimes, le drapeau est en berne. Jean-Michel Serlet, 24 ans, Stéphane Salomon, 31 ans, tous 2 célibataires, ont donc trouvé la mort hier. Christophe Magnier, 28 ans, est lui sérieusement blessé. Ces 3 hommes faisaient partie d'un peloton de 30 gendarmes détachés à Alger pendant 3 mois pour une mission de sécurité. Mission spéciale car d'ordinaire, ces gendarmes mobiles assurent le service d'ordre dans les manifestations. Aujourd'hui, l'escadron est sous le choc. C'est un service particulièrement difficile dont nous redoutions malheureusement la survenue effectivement d'un événement tragique comme celui que nous venons de vivre. Tout le monde croisait les doigts en se disant ça va bien se passer. Malheureusement, ça s'est mal passé. Donc, dans un premier temps, beaucoup de stupeur et puis bien sûr une profonde tristesse pour des camarades avec qui nous vivions au quotidien dans l'exécution de nos missions habituelles. Les 120 hommes de l'escadron valenciennois assisteront à la cérémonie religieuse du Bourget. La mission des gendarmes tués à Alger devait normalement s'achever demain. La France a dès aujourd'hui renforcé donc les mesures de sécurité autour des intérêts français en Algérie. Et tous les Français qui sont restés dans le pays ont été regroupés dans le parc de l'ambassade de France. Tous, c'est-à-dire quelques centaines de personnes seulement, ceux qui continuent malgré tout de représenter les intérêts de la France en Algérie. Claude Sampère. 8000, il y a quelques mois, les Français expatriés en Algérie ne sont plus que 1500 aujourd'hui. Meurtre après meurtre, ils sont de plus en plus nombreux à rentrer en France. La peur au ventre, leur témoignage est rare et le plus souvent anonyme. C'est le silence complet. Nos voisins que l'on connaît depuis 20 ans, dont j'ai élevé les enfants, on ne peut pas parler avec eux. C'est impossible. Vous ne savez pas si ce sont eux, si ce sont d'autres, si on ne sait pas. Vous ne leur avez même pas dit que vous partiez? Non. Non, pas du tout. On ne pouvait pas. À ma famille, je l'ai dit le soir même et je partais dans la nuit. Nous n'avons rien ramené qu'un petit sac de voyage. Ça faisait combien de temps que vous viviez en Algérie? 20 ans. Quelques entreprises françaises sont encore présentes. Total, Gaz de France, Renault, toutes refusent la moindre interview. Sécurité oblige. Cet après-midi à Orly, à l'arrivée du vol d'Alger, quelques Français ont accepté de témoigner. Exemple, cet homme d'affaires qui vient de signer un contrat sur place. Tous les Algériens sont inquiets. Bon. Et les Français? On en rencontre très peu. Ils sont très groupés, ils sont à l'ambassade, ils sont... Ceux qui risquent le moins, c'est ceux qui viennent 2-3 jours comme moi, ou comme un Italien, ou comme un Espagnol. Ceux qui risquent, c'est ceux qui sont en place. Surtout les gens du consulat, de l'ambassade, parce qu'eux, ils habitent là-bas, on sait où ils sont.
Nous, bon, on va dans un hôtel, on vient, on va, on vient, et on prend une voiture, une deuxième voiture, c'est tout. Est-ce qu'il y a des consignes de sécurité? Il y en a qui ont été données par des journaux, mais moi, quand j'arrive à l'aéroport, personne ne me dit rien. Outre les 1500 expatriés, il y a également en Algérie environ 18 000 personnes qui ont la double nationalité. Cible potentielle des groupes terroristes, ces personnes hésitent pourtant à aller en métropole. Difficile de choisir entre la menace de mort en Algérie et la certitude du chômage en France. Plus de 24 heures après cet attentat, on commence à mieux cerner la façon dont s'est déroulée l'opération Commando, ce que certains responsables n'hésitent pas à qualifier d'acte de guerre. Nos envoyés spéciaux à Alger, Philippe Boissry et Alexis Marant, ont enquêté toute la journée autour de la résidence. Aujourd'hui, à la cité Ain Allah, ce sont des gendarmes algériens qui gardent les lieux. De vrais gendarmes, contrairement aux 9 qui se sont présentés ici hier à bord de 2 voitures. Il était 7 heures du matin. Voilà, vous le constatez, un petit problème d'image sur le reportage que viennent de nous faire parvenir Philippe Boissry et Alexis Marant. Nous allons peut-être essayer de le recaler, de revenir dessus dans un instant. Voilà, après l'origine de cette escalade et de la violence et des attentats, à l'origine de cette escalade, sans doute une guerre des chefs à l'intérieur même du mouvement intégriste entre ceux qui chercheraient l'apaisement et le dialogue avec le pouvoir et ceux qui sont partisans d'une guerre totale. Éric Lemasson et Valérie Gagé. 31 octobre 93, Michel Thévenot, agent du consulat de France à Alger, est libéré par les islamistes qui l'avaient enlevé une semaine auparavant. Elle est porteuse d'un message signé GIA, groupe islamique armé. Un ultimatum qui laisse 1 mois aux étrangers pour quitter l'Algérie sous peine de mort. La France constate alors qu'à côté du fils, un groupe armé puissant menace ses ressortissants. Menace mise à exécution, c'est le GIA qui a revendiqué la plupart des 56 assassinats d'étrangers perpétrés en Algérie. Le chef historique du GIA, le voici, Jafar El Afrani. On le surnommait l'Afghan parce qu'il s'était formé aux techniques de guérilla pendant la guerre d'Afghanistan. Le 26 février dernier, dans cette villa, El Afrani a été tué par les forces de l'ordre algériennes. Une guerre de chefs s'en est suivie, mais la doctrine du GIA n'a pas varié. Embrasement général du pays, aucune négociation avec les autorités qui, selon le GIA, ont confisqué le pouvoir en annulant les élections de janvier 92 remportées par le fils. La montée en puissance du groupe islamique armé n'a pas échappé aux dirigeants du fils. Privé de ses principaux leaders, Ali Belhadj et Abbassi Madani, toujours en prison, le fils tente de réagir en fédérant les petits groupes armés autonomes dispersés dans les maquis. Ce regroupement donne naissance à une armée islamiste du salut, une branche armée qui privilégie les cibles gouvernementales ou militaires. Tous les éléments d'une surenchère sont donc aujourd'hui réunis. Le fondamentalisme algérien s'est scindé en 2 courants. D'un côté, le fils, vainqueur des élections, qui ne ferme pas totalement la porte des négociations avec le gouvernement algérien. De l'autre, les moudjahidis du GIA, de plus en plus puissants, partisans d'une guerre totale. Voilà, nous devrions tout de suite retrouver Philippe Boissry en direct d'Alger. Philippe, nous allons revoir votre reportage dans un instant. Quel est l'état d'esprit de la communauté française ce soir à Alger ? Eh bien, la communauté française est choquée, bien entendu, après ce qui s'est passé hier. Il y a un élément important, c'est que pour la première fois, un attentat a visé un sanctuaire en quelque sorte, parce que la cité qui était visée hier était une cité gardée par des gendarmes français, très protégée, et visiblement, là aussi, on peut attaquer. Et donc aujourd'hui, les quelques Français qui restent à Alger, parce qu'il n'en reste pas énormément, peut-être 1 millier sur les quelques 8000 expatriés qu'il y avait avant. Pour les gens qui sont là depuis plus longtemps, c'est plus difficile à déterminer. On les estime à 50 000, 80 000. Est-ce qu'il en reste 26 000 plus? On ne sait pas trop. En tout cas, tout le monde ici ne sait pas trop ce qui va se passer et a relativement peur. Et déjà, tous les gens qui sont rentrés pour les vacances à Paris ou en France, je pense, ne reviendront pas. Philippe, on disait que les mesures de sécurité avaient été renforcées dans Alger, donc la capitale algérienne. Est-ce que c'est visible? Est-ce qu'il y a une sorte de psychose dans la capitale algérienne aujourd'hui, ou est-ce que les choses ont repris leur cours normalement? Non, pas du tout. C'est vraiment très visible. Pendant toute la journée, nous avons donc réalisé notre reportage. Nous avons rencontré de façon incessante des barrages de police, des contrôles, les voitures sont arrêtées, on fait descendre les gens des cars pour les fouiller. C'est un contrôle incessant, on a vraiment l'impression qu'Alger est en état de siège. Le soir, tout s'arrête vers 9 h, il y a couvre-feu à 23 h 30 et vraiment Alger ne vit plus.
Merci beaucoup Philippe. On va regarder tout de suite le reportage donc, que vous avez réalisé aujourd'hui en compagnie d'Alexis Manant, une sorte d'enquête, de reconstitution sur la façon dont le commando a opéré hier matin. Aujourd'hui, à la cité Ain Allah, ce sont des gendarmes algériens qui gardent les lieux. De vrais gendarmes, contrairement aux 9 qui se sont présentés ici hier à bord de 2 voitures. Il était 7 h du matin, tout a commencé dans la banalité. Les gendarmes, il arrive ici devant la porte. Bonjour monsieur, bonjour, comment allez-vous, ça va? Gentiment. Est-ce que si vous téléphoniez à la brigade des gendarmes? Prétextant un appel, les 9 hommes se font ouvrir le portail, le temps de se renseigner. Tout va alors très vite, les gardiens sont désarmés, les faux gendarmes foncent vers les immeubles du fond. Après ça commence soit, je sais pas, c'est ici ou là-bas, j'entends des bruits comme ça, des partout. Voilà, c'est ça, ils s'enterrent partout. D'ici à peu près 5 minutes, 10 minutes, ils sont partis. 3 Français sont abattus là, au pied de l'immeuble, où la voiture piégée a été garée. 2 autres le sont devant la guérite d'entrée, d'où le gardien donne immédiatement l'alerte. Le commissariat, il m'a donné des photos. Est-ce que vous connaissez ça, vous connaissez ça? Moi, je ne connais personne. Aucun type je connais. Ils étaient habillés bien habillés, avec les manches comme ça, bien rasés, très bien. C'est des jeunes à peu près 25 à 26 à 27 à 28 ans, à peu près. Hein. Et les armes? Il est bien armé. Pourtant, le gardien affirme ne pas pouvoir les reconnaître. Autre étrangeté, malgré les tirs nourris, personne n'est intervenu alors qu'une caserne de gendarmes et une de la sécurité militaire sont à moins de 500 mètres. Ce soir, la cité Ain Allah est sous scellé. Les quelques 40 Français qui habitaient là se sont réfugiés à l'ambassade. Après cet attentat, la France continuera de soutenir l'Algérie parce que le gouvernement français considère que sans être un modèle de démocratie, le pouvoir actuel reste le dernier rempart contre une islamisation du pays. Charles Pasqua l'a redit aujourd'hui et il a montré du doigt les pays occidentaux qui abritent sur leur sol des militants déclarés de l'intégrisme. Le pouvoir actuel n'est pas un modèle de pouvoir démocratique. Ça, tout le monde le sait. Et ce qui est certain également, c'est que l'arrivée au pouvoir d'un islamisme modéré relève de la fumisterie, c'est une vue de l'esprit, et le choix est donc entre, d'une part, la capacité du pouvoir actuel à maîtriser à terme la situation, est-ce qu'il arrivera à le faire ou pas, nous verrons bien, et l'arrivée au pouvoir des intégristes. Les Américains ont joué en Iran le jeu que l'on connaît, à la suite de quoi, comme le Shah n'était pas assez démocratique, ils sont arrivés à promouvoir l'arrivée en Iran, ou à laisser arriver en Iran, le pouvoir des mollahs, dont on ne peut pas dire qu'il soit un modèle de libéralisme et de respect des droits de l'homme. Non. Oui, les États-Unis qui ont mis plus de 24 heures avant de réagir officiellement à cet attentat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la politique américaine à l'égard des intégristes musulmans diffère radicalement de celle de la France. Nous retrouvons notre correspondant à Washington, Jean-Marc Illouz. Les Américains n'ayant fait pour l'instant l'objet d'aucune nouvelle démarche diplomatique française, ici au département d'État, on ne commente pas les déclarations de M. Pasqua. On condamne bien sûr les assassinats d'Alger et ceux qui ont recours à des actes de terrorisme. La principale différence d'appréciation entre Français et Américains sur une Algérie bien lointaine vue de Washington porte surtout sur les conséquences d'un possible avènement d'un pouvoir islamique à Alger. Aux yeux des Français, les Américains ont tendance à trop minimiser le risque de contagion au reste du Maghreb, au reste du monde arabe. Et Alain Juppé, à chacun de ses voyages à Washington, n'a pas mâché ses mots avec ses interlocuteurs américains. Pour les Américains, en revanche, il existe des islamistes non liés au terrorisme avec lesquels on peut parler. Alors question, est-ce que M. Anwar Haddam, ex-membre du FIS réfugié à Washington, fait partie de cela? Les Américains répondent ni oui ni non. Pour les Français en tout cas, M. Haddam n'est pas un modéré. Charles Pasqua, cet après-midi, montrait donc du doigt les États-Unis, mais aussi l'Allemagne, qui abrite sur son sol l'un des chefs du FIS, le Front islamique du Salut, Rabah Kebir habite Bonn, et il a réaffirmé tout à l'heure à Didier Eppelbaum que la politique française à l'égard de l'Algérie est une provocation directe, même s'il condamne les attentats. Je crois que nous avons été clairs. Nous sommes contre ces attentats et nous les condamnons.
Donc vous condamnez celui-là y compris? D'une façon générale, nous sommes tout à fait contre les attentats qui visent les étrangers, car nous n'avons rien contre eux. Nous sommes contre la dictature qui sévit à l'intérieur du pays. Nous appelons le monde extérieur à aider le peuple algérien contre cette dictature. Malheureusement, cela ne se produit pas en fait avec les responsables français, et nous le regrettons. Aujourd'hui, j'ai vu M. Pasqua à la télévision. J'ai eu l'impression qu'il parlait de l'Algérie. En fait, il parlait d'affaires françaises. Il me semble qu'il s'agit d'une intervention dans les affaires intérieures algériennes. Et cela pourrait aboutir à des conséquences qui ne seraient pas souhaitables. Et je crois qu'il est dans l'intérêt de la France de partir de la réalité et de comprendre que le peuple algérien est un peuple indépendant. Est-ce que le recours à la violence est légitime dans certains cas? Je pense que le peuple algérien, avec le fils à sa tête, a utilisé toutes les méthodes politiques. Nous avons procédé à des élections à 2 reprises, nous avons remporté ces élections et le peuple a remporté ces élections. Nous avons tenté tous les règlements pacifiques, mais cela n'a pas été possible. Les responsables ont annulé le résultat et malheureusement, la France les a appuyés. Je dirais donc qu'il y a des actes qui ont leur justification pour réaliser notre révolution. Aujourd'hui encore, beaucoup de réactions, bien évidemment, en France après cet attentat, notamment celle du Conseil national musulman qui a vigoureusement condamné l'assassinat de nos 5 ressortissants. Condamnation également chez les Algériens de France qui assistent impuissants à la dérive meurtrière de leur pays. Reportage à Lyon de Françoise Vallée et Philippe Fivet. Place du Pont, la Guillotière, un quartier populaire en plein centre de Lyon où la communauté algérienne s'est installée dans les années 50. Ils vivent en France mais ont tous de la famille au pays. Unanimement, ils condamnent les assassinats perpétrés en Algérie. Mais devant la caméra, beaucoup refusent de parler par peur de représailles. On ne peut pas parler d'ailleurs. On ne peut pas dire ce qu'on pense. Pour un oui, pour un non, on vous descend. Il y a combien de gens qui sont descendus pour rien comme ça? Si c'est des musulmans qui font ça, pour moi, ce ne sont pas des musulmans, ils n'ont aucune religion. Vous voyez? Ils n'ont aucune religion, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des monstres. Vous croyez que ça, on tue et on est d'accord avec ça? Tout le monde condamne ces meurtres. Vous voyez? On est en colère ce qui se passe dans mon pays. Voilà, il y a des meurtres, mais maintenant on ne sait pas qui c'est. Si c'est le fils, le FFS, n'importe, on ne sait plus qui c'est. De son côté, le Conseil islamique Rhône-Alpes, qui gère la mosquée de Lyon, lance un appel au peuple algérien et aux pays européens pour que l'Algérie ne soit pas isolée. Cette situation nous interpelle, nous qui sommes en Europe, tous les Européens, la France et les pays d'Europe, pour que justement on ne laisse pas l'Algérie sombrer dans le chaos. Avec l'attentat d'Alger hier, au total 15 Français ont été tués en Algérie. La communauté maghrébine vivant en France s'inquiète de l'impact de ces assassinats sur l'opinion publique française à son égard. Voilà, et la dernière information concernant ce dossier, nous venons de l'apprendre, 7 militants islamistes viennent d'être assignés à résidence dans un village de l'Aisne. Ils avaient été placés en résidence surveillée au cours des derniers mois. Ils ont donc été tous regroupés dans le même village, le village de Folembry. L'autre actualité en France aujourd'hui nous tombe du ciel sous la forme d'une véritable canicule. Il faisait plus de 35 degrés à Paris et à Nancy, plus de 36 degrés à Auxerre. Et plus on descend, bien évidemment, plus il fait chaud. Michel Fine est à Carpentras dans le Vaucluse avec un petit 37 degrés. Carpentras, 38 degrés à l'ombre. Lorsque la chaleur devient accablante au début de l'après-midi, les habitants restent cachés derrière les volets fermés. Il faut dire qu'ici, on a l'habitude. Voilà un mois que la cité du Vaucluse bat tous les records de chaleur. C'est toujours aussi chaud l'été? Non, mais moi je suis bien là en bas, nous on est bien en haut, il fait chaud, mais là nous en bas il fait bien là, on est au sombre, je m'apporte de la course avec courant d'air, je suis bien moi. Non, moi je suis bien, impeccable. Les gens ils sortent pas trop l'après-midi là. Mais faites le même soir, où vous voulez aller avec cette chaleur? C'est vrai, hein? Oh. Oui, moi je vais aller sur ma douche. Voilà. Lorsqu'il est midi au soleil, même les chats rasent les murs en espérant trouver de l'ombre. Quant aux autres, ceux qui mettent encore le nez dehors, ils prennent d'abord leurs précautions. C'est une idée, hein?
J'ai dit à ma soeur, j'ai un parapluie qui est joli, il est bien imprimé, et je vais le prendre, rendez compte cette chaleur. Au lieu d'une ombrelle, ça remplace l'ombrelle. Et pourtant, vous savez, j'en viens des pays chauds, hein. On vient de l'Algérie, où là-bas, le cagnard, hein, vous tapez. Hein. Mais depuis qu'on est en France, il y a 30 ans quand même. Hein. Alors la chaleur, on est un petit peu... Oui, tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez dans le midi, hein? Pas de problème. C'est plus chaud que les autres années ou pas? Ah, je crois que je me rappelle plus, mais il a fait plus chaud. Mais là, ça va. Impeccable. Voilà, et dans les jours qui viennent, les choses devraient devenir un tout petit peu plus supportables. Au large de la presqu'île de Saint-Mandrier, dans le Var, une nouvelle opération de recherche pour essayer de retrouver les 2 pistolets utilisés pour l'assassinat de Yann Pia. Une nouvelle fois, la justice s'est transportée en mer. Patrice Velay et Gérard Gallier. Le rocher des 2 frères, au large du Cap Sissier, près de Toulon, assiégé depuis ce matin par une dizaine de plongeurs de la Marine nationale. Leur mission, retrouver des armes par 50 mètres de fond environ. Les armes qui ont tué Yann Pia, 2 revolvers P38 spéciaux. Des plongées courtes, pas plus de 5 minutes, passées au fond, en relais, avec éclairage pour faciliter les recherches. Un travail de fourmi dans une zone délimitée par 2 bouées rouges posées vendredi dernier sur les indications d'Olivier Thomasson, complice présumé des tueurs. La nouvelle a vite fait le tour du petit port de Saint-Elme tout proche. Ici, les amateurs de plongée sont légion, tous connaissent les 2 frères et pronostiquent une recherche faisable, mais délicate. C'est-à-dire que si vous tombez dans des fonds sablonneux, vous trouvez tout, absolument tout. Moi, il m'est arrivé de trouver par 48 mètres de fond un billet de banque de 100 francs. Ah oui, j'ai réussi à le trouver quand même. Parce qu'il fait quand même assez clair. Donc 2 revolvers, c'est possible? Ah oui, oui, oui. S'ils sont sur le sable, s'ils sont posés sur le sable... On peut même trouver des balles. On peut très très bien le retrouver. Maintenant, si ça se trouve qu'ils sont tombés entre des cailloux, dans une faille, et qu'ils sont tout à fait au fond, il y a moins de chance. Hein. Sable et rochers détiennent donc le secret des 2 frères. Une chasse au trésor, nouvelle manière. La Marine nationale reviendra demain, car ses recherches, aujourd'hui, se sont révélées infructueuses. Toujours sur la Côte d'Azur, le conflit des aiguillères du ciel. Il y a eu de nouveaux retards à l'aéroport de Nice, plus de 3 heures parfois cet après-midi. Mais les grévistes annoncent ce soir qu'ils cesseront donc leur mouvement à partir de samedi. Dans l'affaire du sang contaminé, le docteur Jean-Pierre Alain, qui était susceptible de bénéficier d'une libération conditionnelle dans les jours qui viennent, risque maintenant, comme le docteur Garetta, d'être mis en examen pour empoisonnement. Il se trouve à l'heure actuelle au Palais de justice de Paris. Maryse Burgot et Michel Janulatos. C'était il y a 1 an. Jean-Pierre Alain, l'un des médecins mis en cause dans l'affaire du sang contaminé, était condamné en appel à 4 ans de prison, dont 2 fermes. Ces jours-ci, par le jeu des remises de peine, cet homme aurait pu quitter la prison de Fleury-Mérogis. Mais depuis 17 h ce soir, les choses vont assez mal pour Jean-Pierre Alain. Depuis maintenant 3 heures, au Palais de justice de Paris, l'ex-directeur de recherche au CNTS est entendu par un juge d'instruction. Et il pourrait subir le même sort que Michel Garetta la semaine dernière, c'est-à-dire être à nouveau mis en examen, mais cette fois pour empoisonnement. Une éventualité que condamnait dès ce matin son avocat qui parle d'acharnement. Mon client a déjà été jugé, dit-il, en l'absence de faits nouveaux. Un autre procès n'est pas justifié. L'autorité de la chose jugée, comme de nombreux juristes en ont fait part, interdit que l'on reprenne des poursuites sur les mêmes faits. Donc, si actuellement il n'y a pas d'autres éléments, et je vois mal comment il y en aurait d'autres, que ceux qui ont été jugés par la Cour d'appel de Paris, qui a confirmé le tribunal correctionnel, aucune poursuite ne peut avoir lieu. Mais le magistrat instructeur ne semble pas d'accord avec cette façon de voir les choses. On ne connaît d'ailleurs pas à cette heure ses véritables intentions. Jean-Pierre Alain sera-t-il ce soir mis en examen pour empoisonnement et surtout sera-t-il placé sous mandat de dépôt, ce qui annulerait définitivement ses chances de sortir prochainement de prison. Un dernier mot sur l'actualité en France avec un sondage Sofres pour le Figaro Magazine sur la cote de popularité des hommes politiques. 57% des personnes interrogées pensent que Jacques Delors sera appelé à jouer un rôle important dans les mois à venir. Jacques Delors qui devance de 3 points Édouard Balladur.
À l'étranger, en Bosnie, le bras de fer continue. Hier, les Serbes bosniaques décidaient d'organiser un référendum à la fin du mois sur le plan de paix qu'on leur proposait. Un référendum considéré comme un rejet du plan par Belgrade, qui du coup décide de rompre ses relations avec les Serbes de Bosnie. Marc Maisonneuve. La rupture autour d'un plan de paix. Slobodan Milosevic a tenu parole. Le président de la Yougoslavie, aujourd'hui le territoire du Monténégro et de la Serbie, l'avait dit. Si les Serbes de Bosnie n'acceptent pas le plan de paix proposé par les USA, la Russie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, ce sera la rupture de toutes les relations politiques et économiques avec Radovan Karadzic. Aujourd'hui, c'est fait. La Yougoslavie a été délibérément mise à l'écart. Elle a été punie et personne ne peut justifier cela. Aujourd'hui, la Yougoslavie ne peut plus nous aider. Et nous devons décider seuls de notre destin. En rejetant le plan de paix à Palais en Bosnie, les 52 députés du Parlement de la République serbe autoproclamés ont refusé d'écouter la voix des Serbes de Belgrade, s'enfonçant davantage encore dans l'isolement. Même si, ultime concession, le Parlement a choisi d'organiser un référendum sur ce plan de paix les 27 et 28 août prochains. À Genève aussi, la pression pour faire céder les Serbes de Bosnie s'accentue. Les ministres des pays musulmans se sont réunis aujourd'hui pour tenter de convaincre les pays occidentaux d'adopter une politique plus dure vis-à-vis des Serbes de Bosnie et les contraindre à accepter le plan de paix. Au Rwanda, peut-on croire que l'épidémie de choléra est terminée dans les camps de réfugiés? C'est en tout cas ce qu'annoncent les organisations humanitaires sur place. À Kigali, la capitale, la vie reprend peu à peu, tout de même dans l'inquiétude. Reportage de Dorothée Oliéric et de Claude Barnier. Nyamirambo, un quartier populaire de Kigali. Ici, des milliers de gens ont été massacrés. C'était il y a 3 mois, la folie meurtrière. Aujourd'hui, on réapprend la paix. En quelques jours, les échoppes ont fait leur réapparition, l'argent aussi. Mais la vie est devenue tellement plus chère qu'avant la guerre. C'est parce que maintenant je pars autre travail pour aider mes enfants. Et comme ça, je fais ça pour trouver 100 ou bien 200 francs pour acheter ce que mes enfants peuvent manger. Donc ça ne me suffit pas. Des gosses, beaucoup de gosses, ils sont rentrés au pays, beaucoup sont orphelins. Aujourd'hui, c'est la première séance. À l'affiche, un film de guerre. Difficile d'imaginer qu'il y a quelques jours encore, les rues étaient désertes. La vie a repris ses droits sans faire de bruit. Il serait 3000 à regagner chaque jour Kigali. Ce qui a changé, c'est qu'avant, il y avait les Interahamwe, ces miliciens Hutus qui ont tué nos parents et nos amis. Aujourd'hui, on n'a plus peur et on veut recommencer une autre vie. Les Rwandais, qu'ils soient Hutus ou Tutsis, disent n'avoir plus peur. Mais à la nuit tombée, là où ils se réunissaient autour d'un verre, tous rentrent chez eux. Bien sûr, il manque encore de tout, mais les patrouilles de militaires se font plus rares et les adolescents retrouvent le goût de vivre, de jouer aussi. Ils flottent comme un air de liberté, on n'ose pas encore dire de démocratie. Si Kigali se repeuple un peu plus chaque jour, ce n'est pas la même situation dans les campagnes. À Gitarama, au sud de Kigali, la ville est totalement déserte. Il y a bien sûr des réfugiés, quelques centaines, qui sont protégés par les militaires du FPR. Ils souhaitent rentrer chez eux, mais la campagne n'est pas encore sûre. Il y a, semble-t-il, des miliciens armés qui sont toujours là. Oui, et peu à peu, les soldats qui remplaceront les troupes françaises arrivent au Rwanda, mais ils ne sont encore qu'un millier sur les 5000 prévus d'ici la fin du mois d'août. En Grande-Bretagne, l'actualité relève plus aujourd'hui du carnet rose que d'autres choses, mais c'est un sincère hommage que plusieurs centaines d'Anglais ont rendu à la Reine-Mère le jour de son 94e anniversaire. Les Anglais l'adorent, sa popularité n'est pas altérée par les remous qui entourent la famille royale. Elle continue de se passionner pour les courses de chevaux et raffole du gin tonic. Sachez en sport que ce ne sont ni les Anglais ni les Français qui sont les rois du saut d'obstacles. L'Allemagne est devenue aujourd'hui à La Haye championne du monde, mais l'équipe de France termine tout de même à la 2e place. Paris ne serait-elle au mois d'août qu'une ville endormie? Pendant une dizaine de minutes, nous allons tenter de vous prouver le contraire. La capitale tient ses quartiers d'été et des spectacles sont organisés dans des endroits d'habitude fermés au mois d'août. Je me tourne vers Pascal Deschamps qui doit se trouver au Théâtre National de Chaillot. Avec quel spectacle, quelle activité, Pascal? Alors absolument,
Absolument, vous allez le découvrir. Je peux vous dire, on a parlé de chaleur tout à l'heure, qu'on n'a peut-être pas atteint ici, au pied de la Tour Eiffel, les 37 degrés de Carpentras, mais il a fait tout de même très chaud. Et les gens qui sont là n'en ont que plus de mérite à être venus braver la chaleur pour apprendre à danser, pour partager la passion de la danse de 4 jeunes chorégraphes qui leur ont concocté 4 ballets. Comment se déroulent ces ateliers du bal moderne? C'est son nom. Je vous propose de le découvrir avec le reportage tourné par Valérie Astruc et Jean-François Chevet. Il est 19h30, ils sortent à peine du bureau. Leur ticket d'entrée 60 francs. Pour ce prix-là, ce sont eux qui vont se donner en spectacle. Ils ont jusqu'à minuit pour apprendre 4 danses. Alors donc, une danse grecque, une danse orientale, une danse d'Europe centrale tzigane et une danse sur un tempo rap. Premier atelier, c'est une chorégraphie américaine. Attention, ouvrez grand les yeux. Démonstration. Vous avez bien enregistré, maintenant, tous en ligne, c'est à vous. Bon, peut mieux faire. Prenez plutôt exemple là sur votre voisin. Allez, c'est parti, on envoie la musique. D'abord, 8 ans pour faire ce qu'on veut. En fait, pour se détendre, vaincre sa timidité, oublier le regard des autres avant de se discipliner. Puis on reproduit les quelques mouvements appris pendant une vingtaine de minutes. Car l'habileté des 4 chorégraphes, c'est d'avoir mis la danse contemporaine à la portée de tous. Des gestes simples, mais à faire en rythme et ensemble. Les uns s'efforcent de suivre, les autres sont appliqués, très appliqués, et prennent la chose au sérieux. Il y en a qui se contentent du plaisir des yeux, d'autres qui sont venus pour envoûter leur partenaire. Et dire qu'il y a 3 quarts d'heure, Gérard était un PDG redouté de ses collaborateurs. C'est sûr, certains sont allés plus loin, plus vite que d'autres, mais tous se seront bien amusés. Et pour les plus petits, peut-être la découverte d'une vocation. Je suis avec quelqu'un qui a découvert le bal moderne un petit peu par hasard et qui est revenu déjà 6 fois cette année. Alors pourquoi vous êtes revenu 6 fois? Parce qu'il y a 4 sortes de danses et que j'espère faire les 4 danses. Alors en ce moment, il y en a 2 que je fais à peu près, mais les 2 autres, il faut que je me perfectionne. Donc vous allez revenir? Donc je vais revenir la semaine prochaine. Et vous avez toujours aimé danser? J'ai toujours aimé danser, puis je trouve ça formidable, cette ambiance, là, c'est très sympathique, comme vous pouvez voir. Qu'est-ce que ça vous apporte par rapport aux danses que vous avez déjà dansées, le tango, la valse? C'est différent, puis il faut mémoriser, faut faire travailler la tête, travailler le corps, ça me plaît. Bon, on vous laisse vous amuser. Merci. Et puis alors là, il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois. Ça se voit d'ailleurs. Alors, malgré la chaleur? J'aime bien, moi je m'amuse, c'est le principal quoi. Merci, je vais rejoindre maintenant Frédéric Chauveau, qui est une des chorégraphes donc, qui a préparé ces ballets. Elle a une compagnie depuis 10 ans et au lieu d'aller travailler à l'étranger comme elle le fait régulièrement, elle passe ses vacances à Paris. Alors Frédéric, vous avez choisi le sirtaki. Pourquoi vous avez choisi le sirtaki? Alors écoutez, voilà, j'ai choisi un sirtaki parce que je pensais que c'était au départ une musique très gaie, facile à suivre pour les gens. Et aussi parce que les gens ils sont obligés de se tenir par les épaules. Et on pensait qu'au départ, ça créerait tout de suite une convivialité, ça obligerait les gens à se parler, à se rattraper les uns les autres quand il y en a un qui se trompe. Voilà, exactement. Alors vous travaillez avec des pros depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous apporte à vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? En quoi ça vous a surprise lorsque vous avez commencé à travailler avec des amateurs? Mais écoutez, ce qui est très intéressant, je crois que ça touche à 2 niveaux en fait ce bal moderne. C'est que d'une part, les gens qui n'oseraient pas danser comme ça tout seuls, en fait s'y mettent très vite et se laissent aller, ils sont absolument ravis. Et je crois que la deuxième chose, c'est que ça leur donne un autre regard sur la danse. Le fait de côtoyer des danseurs, des chorégraphes, quand ils vont voir des spectacles de danse, ils les voient autrement. Après, ils comprennent beaucoup mieux notre travail, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire, je crois. Dites-moi Frédéric Chauveau, on apprend vite à danser le sirtaki ou c'est un petit peu compliqué? Non, on apprend très très vite, c'est très facile. C'est très facile et les gens sont très concentrés. Il y a une super énergie qui est ramenée par le public et qui nous donne beaucoup de force. C'est super. Il faut absolument faire le bal moderne. Très bien, merci beaucoup Frédéric Chauveau. Merci Pascal Deschamps pour ce petit aperçu. Donc, on vous attend Étienne, hein, on vous attend, ça dure jusqu'à minuit ce soir. J'arrive juste après le journal. On vient de voir ce qui se passait donc pour la danse. Mais sachez qu'il y a aussi de la musique, notamment au Jardin du Luxembourg. Louis Carzou et Bernard Puissosseau ont demandé le programme.
donnez-moi un croissant, s'il vous plaît. Je vais rester à attendre. Si ça me plaît pas, je m'en vais. Voilà. Il en faut pour tous les goûts. Ah, mais cela ne se discute même pas. De même, lorsque des tziganes de Macédoine taquinent la Nouvelle-Orléans, ou lorsque des Réunionnais flirtent avec Harlem, c'est inutile de discuter. Il s'agit juste de s'enthousiasmer pour l'été, pour les bémols, pour Paris. Et n'allez surtout pas croire que le Luxembourg perd son âme. Pendant l'entracte, le jardin abrite toujours les conteurs de fleurettes et leurs récits d'Afrique. Les fleurs de canaille, les Robinson Crusoe de la rive gauche et leurs rêves d'océan, les penseurs assoupis devant l'éternité et les belles poseuses. Allez, musique maestro. Voilà, cela s'appelle donc Paris quartier d'été, c'est jusqu'au 15 août, que vous soyez parisien ou que vous passiez par la capitale, n'hésitez pas à y participer. À 20h50, vous retrouverez Patrick Chêne et Nathalie Simon pour les Trésors du Monde, aujourd'hui à Fès, au Maroc. À 22h20, toujours seul, un film de Gérard Mordillat avec Annie Girardot. Le dernier journal présenté par Florence Duprat aux environs de 23h50. Avant tout cela, la météo présentée par Nathalie Riouet pour avoir des nouvelles de la chaleur. Et puisqu'il a fait si chaud aujourd'hui, nous nous quittons sur une composition picturale sur cette canicule, signée Bernard Puissesseau et Yves Rollière. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain 20h.